Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre présence pour ce conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018. Nous allons commencer, comme d'habitude, par faire appel à un ou une volontaire pour le secrétariat de séance. Madame Pierre-Léandre. Y a-t-il d'autres candidats? Personne. Donc, Madame Pierre-Léandre est secrétaire de séance. Chers collègues, l'ordre du jour prévoyait un point qui n'était pas vraiment à l'ordre du jour, qui était la présentation du projet d'installation d'une antenne relais sur le territoire de la commune par TDF Télécom. Et là, non, c'est la bêtise. Je peux annoncer la bêtise. Je l'appelle. Ah pardon, oui. Non, je veux dire que ce point-là, il n'était pas dans l'ordre du jour et il ne sera pas. Nous n'aurons pas ce point-là dans cette soirée puisque les responsables de TDF Télécom n'ont pas pu se libérer. Donc nous allons, avant d'entrer dans l'ordre du jour à proprement parler, faire l'appel des élus. Bonsoir, messieurs, dames, messieurs et mesdames les élus, monsieur le maire. Présent. Rosemary Génaud-Plesdin, Hervé Planchette, Rila Martial, Marlène Moderne. 2 secondes. Tenez, les procurations. Merci. Karine Alexandre Sabin, Hugues Alcindor, Raphaël Éloi Blaisès. Bonne procuration à Hugues Alcindor. Alix Belchasse, René Misa, épouse Carrel. Bonne procuration à Marlène Moderne. Marie Bragance, Germaine Pierre-Léandre, Thierry Méronis, Bonne procuration à Karine Alexandre. Nicole Rémire, Séverine Truffert, Michaela Gobalsami Propos, Bonne procuration à Michael Goubalsami. Michael Gobalsami, Patricia Trieste, Jeanne Dongar, Jackie Espartero, Mario Marquet, Roger Limer, merci. Nazaire Carissan, Louis-Édouard Viraille, Ludmila Larade, Brigitte Lupon. Pas de... D'accord. Ok. Et Elsine Alamoutou. Bonne séance. Merci. Donc l'ordre du jour, chers collègues, nous amène à aborder 7 points. 7 points et un additif, hein, donc que vous avez tous reçu. Donc en administration générale, nous allons approuver le procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal du 2 août 2018. Dans le chapitre finances, confortement parasismique de l'école maternelle, plan de financement. Dans le chapitre finances toujours, construction d'une école provisoire en vue du confortement parasismique de l'école maternelle, plan de financement. Nous avons un plan de financement aussi à adopter en délibération pour l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, tout du moins une modification du plan de financement à adopter. En point 5, une demande de subvention à la direction des affaires culturelles, à la DAC, donc. En point 6, nous allons délibérer sur des subventions exceptionnelles. Non, justement. Voilà, donc je me posais la question aussi. Ce point a été reporté, hein, donc il ne sera pas débattu dans cette séance, hein, pour les informations manquantes. Dans le chapitre ressources humaines, en point 7, création de postes budgétaires par suite d'avancement de grade. Et ce sera tout pour l'ordre du jour. Nous avons cet additif et nous avons aussi 2 questions posées par un élu de l'Assemblée en question orale.
Y a-t-il des remarques par rapport à cet ordre du jour? Donc je confirme que la subvention, le point 6, attribution de subventions exceptionnelles, a été reporté. Et donc s'il n'y a pas de remarques, nous allons commencer par l'additif. Oui, voilà. Donc, pardon, je n'ai pas... Voilà, donc cet additif est dans le chapitre, prend place dans le chapitre administration générale. Il s'agit d'une proposition de dénomination de la place de l'hôtel de ville, place René Brambant. Donc, à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Non, mais l'additif, en général, on le vote, oui, on reprend la séance avant. Mais la règle classique, bon, c'est de la forme, hein, pure, c'est que l'on passe l'additif d'abord. Ça ne pose pas de problème majeur. Bon. Donc, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre prochain, Monsieur le maire souhaite honorer la mémoire de René Brambant. Je ne suis pas le seul, c'est une suggestion des élus, de certains élus. Monsieur René Brambant, qui a été premier adjoint au maire de la ville et qui nous a laissé le 21 octobre 2016. Ancien militaire de carrière, très impliqué dans la vie associative, René Brambant, comme vous le savez, a été promu au grade d'officier de l'Ordre national du mérite le 15 novembre 2016, à notre demande, à titre posthume. Au-delà des distinctions reçues pour son engagement et son dévouement dans sa vie professionnelle, c'est le Pierrotin engagé, intègre, mu dans un grand sens de l'honneur, d'une disponibilité, d'une écoute particulière et d'une aura bien au-delà de la sphère du conseil municipal et des élus de Saint-Pierre, mais dans toute la population, qu'il convient d'honorer. Pour le travail accompli en ce début de mandat auprès de la population, des jeunes en particulier, mais aussi pour sa grande implication avec l'association des anciens combattants. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition de dénommer la place de l'hôtel de ville, place René Brambant, et d'autoriser le maire à prendre toutes les décisions relatives à cette affaire. Vous avez la parole, chers collègues. Pas de questions? Bien, donc nous allons passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie et nous revenons donc au conducteur classique qui était prévu de l'ordre du jour, à savoir le point de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 août 2018. Vous avez donc reçu ce procès-verbal, vous l'avez, je suppose, lu, et je suis donc prêt à passer la parole à ceux ou celles qui voudraient s'exprimer sur ce procès-verbal. Monsieur Espartero. Non. Oui, en fait, tout d'abord, concernant ce procès-verbal, le déroulé du dernier conseil municipal, parce que je vois que vous avez été très pointilleux et très naturel sur le règlement, les textes de loi. Or, vous avez convoqué le dernier conseil municipal le 2 août à 18h30. À 18h45, vous avez annoncé au micro à l'Assemblée, mesdames et messieurs, chers collègues, le quorum n'étant pas atteint, je vous demandais de patienter quelques instants. Ce n'est qu'à 18h55 que vous avez ouvert la séance. Je constate que je voulais poser une question en fin de séance, la dernière, vous m'avez dit que non, il n'y avait pas de questions et informations, c'était uniquement des informations. Alors, je suis étonné que vous n'ayez pas appliqué la même vigilance concernant la tenue de ce conseil municipal. Vous auriez dû appliquer, comme la loi l'indique, la loi dit que si après une convocation, une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 21, 21, 10, L 21, 22, 21 et 12, ce quorum n'est pas atteint, le
conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins de travail. Ce qui est grave, c'est que vous ayez, je ne vous fais pas le reproche que le conseil municipal, la séance est commencée tardivement, pas à l'heure, et que vous ayez annoncé publiquement que le quorum n'était pas appris. C'est là que vous auriez dû appliquer ce texte-là. Voilà. C'est ça que je regrette. Il y a 2 points de mesure. M'empêcher de poser une simple question que je vous ai annoncée en aujourd'hui, alors que vous prenez des largesses avec les articles du Code général de collectivité territoriale. Je vous entends, Monsieur Espartero. Ça peut s'entendre, sauf que ce que je n'ai pas précisé, c'est que je savais qu'il y avait des conseillers municipaux qui allaient arriver, qui étaient en retard. Donc, on peut toujours faire dans la forme la plus stricte, mais il y a l'intérêt de la ville qui passe quand même. Et lors de cette séance, notamment, il n'était pas question que de délibérer sur les points de l'ordre du jour, mais aussi d'écouter la présentation d'un projet qui dépasse et de loin les questions habituelles de la ville de Saint-Pierre, mais le projet de zonage par une délégation du parc naturel de la Martinique. Devais-je renvoyer tout le monde ? Peut-être, mais bon, j'ai estimé que, sachant que le quorum allait être atteint, je pouvais accorder quelques minutes supplémentaires à ceux qui devaient d'arriver, et c'est ce qui s'est passé. Donc après, nous avons pu commencer par la présentation du projet de zonage. Comment ? Avec le quorum, bien entendu. Donc, j'aurais dû le formuler autrement, en demandant l'accord des élus pour pas attendre les retardataires. Mais le quorum, il n'est pas tombé du ciel. Hein. C'est que nous savions que nous avions eu le quorum. Mais de fait, je ne sais pas comment appeler autrement la chose le constat qui a été fait à ce moment-là. Voilà, donc j'ai bien entendu, ce sera noté. Y a-t-il d'autres... Simplement, je n'ai pas cherché la petite bête de ce point. Simplement, j'ai trouvé la façon dont vous m'avez coupé le micro, la parole, simplement, la première fois, vous m'avez dit, non, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Alors, vous n'avez plus le micro, je pense, Monsieur... Non, mais... J'entends, mais je ne passe pas les choses. Encore une fois, il faut qu'on soit au clair. Nous ne sommes pas sur le même registre. Un retard qui relève de l'informel, je ne veux pas dire du culturel. Nous savons bien qu'il y a toujours des retards. Il se trouve que ce soir-là, un conseil municipal habituellement convoqué à 19h était appelé à 18h30, donc pouvait poser quelques problèmes à certaines personnes individuellement. Et la question que vous soulevez, c'est celle du règlement intérieur et des questions orales que vous savez qui doivent être formulées par écrit, non pas pour faire de la réglementation pour de la réglementation, mais c'est juste pour... Si ça a été prévu par le règlement intérieur et non pas inventé par moi, mais ça, c'est dans tous les règlements intérieurs des conseils municipaux de France et de Navarre, c'est simplement pour permettre au maire et à l'administration de préparer les réponses. Si on ouvre des questions comme ça dans l'Assemblée sans que les réponses ne soient préparées, vous comprenez bien qu'on rentre dans la réunion, comment dirais-je, une réunion de copains ou de choses qui relèvent de l'improvisation. Nous ne sommes pas en improvisation, c'est pour ça qu'il y a un règlement intérieur. Vous avez des questions, vous les formulez par écrit, ça permet de préparer des réponses structurées, parce que toutes les réponses ne peuvent pas s'inventer en séance. C'est ça la différence. Donc c'est pour ça qu'il y a un règlement intérieur. Je tiens qu'à sur ce point-là, on puisse le respecter. Ça se passe comme ça à l'Assemblée nationale, ça se passe partout. Ce sont des règles de la République. Voilà. Donc maintenant, on peut comparer un retard informel de quelques personnes avec des questions écrites qui doivent être adressées. Mais bon, moi je ne place pas ça sur le même registre. Voilà. Mais c'est mon point de vue.
Non, Monsieur Espartero, c'est pas vous qui allez réinventer ici le règlement intérieur de la mairie de Saint-Pierre, et ça n'est pas vous qui décidez. Il y a ici des élus qui prennent des décisions et qui ont voté un règlement intérieur qui doit être appliqué. Point. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1 vote, 2 votes contre. Une abstention. Le conseil adopte le procès-verbal. Abstention. Un vote contre. 2 abstentions. Donc, adoption du procès-verbal à la majorité à la majorité. Voilà. Point finance, chapitre finance. Le premier point, c'est le confortement parasismique, le plan financement du projet de confortement parasismique de l'école maternelle. Donc je passe la parole pour ce point à Madame Bragance Marie, conseillère municipale en charge de la sécurité civile. Merci. Bonsoir à tous. Confortement parasismique de l'école maternelle, plan de financement. L'école maternelle de la ville de Saint-Pierre présente un état de dégradation avancé et ne répond pas aux normes parasismiques en vigueur. L'accueil des enfants, des parents et des professionnels doit pourtant s'effectuer dans les meilleures conditions possibles. Si la ville souhaite engager un programme de confortement parasismique des 2 écoles de son territoire, l'école maternelle sera traitée en priorité. Aussi, l'opération de mise en confortement de l'école maternelle comprendra des études préalables, de l'ingénierie, des travaux de destruction et de confortement. Une fois que les élèves de l'école maternelle seront transférés dans l'école de transit, les travaux de confortement parasismique pourront débuter. Tout d'abord, les 2 niveaux supérieurs du bâtiment des anciens logements de fonction seront démolis. Puis, la structure existante des bâtiments de l'école sera renforcée par un procédé qui sera défini lors des études de maîtrise d'œuvre. Cette réalisation permettra une mise en sécurité des usagers. L'école retrouvera une meilleure image aux yeux des parents et de tous les Pierrotains. Les bénéficiaires seront les 157 élèves de l'école maternelle, les parents d'élèves, les enseignants et autres professionnels de l'école. Un plan de financement de ce projet est le suivant. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, un taux de 50%, montant 500 000 €. Le contrat de plan État-Région-Département, un taux de 41,81, un montant de 418 075,13. La ville de Saint-Pierre, en taux 8,19, montant 81 924,87, ce qui nous fait un total hors taxe d'1 million. Le maire demande aux membres du conseil municipal d'approuver ce plan de financement, de lui permettre de prendre toute décision relative à cette affaire. Collègues, vous avez la parole pour vos questions. Pas de questions? Il faut quand même savoir que, bon, non, c'est pas un reproche, mais bon, peut-être que pour l'éclairage de tout le monde, c'est un dossier extrêmement important. Un bâtiment de plus que nous avons trouvé en état de délabrement manifeste, avec des enfants dedans, donc non seulement qu'il n'est pas parasismique, mais il est aussi dégradé sur le plan de l'électricité, de l'étanchéité, des menuiseries. C'est toute l'école qui est hors norme. Et donc ce travail de mise aux normes parasismiques se
se fera en plus, si je puis dire, de tous les travaux de réparation que je viens de citer dans ces domaines-là. Donc nous espérons qu'à la sortie, nous aurons une école maternelle digne de ce nom, avec des conditions de travail honorables pour les enseignants et qui permettront à nos élèves d'être en situation d'apprentissage optimal. Nous avons déjà fait des efforts en arrivant, des efforts d'urgence, par exemple pour la salle informatique qui n'avait plus d'informatique. Nous essayons d'accompagner les enseignants, le directeur, M. Zéphir, épuisé par tous les problèmes qu'il y avait. Nous essayons de les corriger au coup par coup, mais nous ne pouvons plus continuer indéfiniment comme ça. C'est pour ça que de gros travaux devaient être enclenchés. Donc c'est le type de problème auquel nous sommes confrontés, nous avons été confrontés à notre arrivée. Voilà, donc l'État, Dieu merci, nous accompagne. Et donc je tiens à remercier tout particulièrement les services de l'État, le sous-préfet, les sous-préfets qui se sont succédés sur ces dossiers-là. Et j'espère que nous irons au plus vite au terme de cette ambition de redonner un véritable cadre de travail et d'enseignement à nos élèves, à nos enseignants, et aussi pour que les parents soient plus tranquilles. Parce qu'il y a des risques d'accident, il faut bien l'avouer, et c'est tous les jours que nous sommes appelés par les services techniques à effectuer des petites réparations qui pourraient mettre en danger, pas en danger de mort, mais bon, petit danger d'accident de nos enfants, et personne n'a envie que ça arrive. Donc voilà, nous essayons de passer le braquet supérieur. Nous savions que c'était une urgence, mais qu'est-ce qui n'est pas urgence dans la ville de Saint-Pierre ? Tout est urgence, tout est à faire, et nous sommes bien obligés de hiérarchiser les interventions en fonction des moyens d'abord qu'il faut aller trouver, et ensuite les capacités des services techniques, les mêmes des services administratifs qui doivent monter des dossiers, passer des marchés, etc. Ça ne se fait pas tout seul, et il ne faut pas laisser croire que nous travaillons dans une Rolls-Royce et que tout baigne, quoi, et que c'est juste parce qu'on n'a pas envie de faire plus vite pour notre population. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'intervention, je vais passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc ce plan de financement est adopté à l'unanimité. Oui, en général, c'est une abstention. C'est bon, bref, on va pas revenir au juridique. Le plan est adopté. Point 3, construction d'une école provisoire en vue du confortement parasismique de l'école maternelle. Plan de financement, donc je préviens tout de suite qu'il y a une petite coquille. Il est dit là qu'il y a 159 élèves, on reste sur le chiffre de 157. Voilà, donc je repasse la parole à Madame Bragance, conseillère municipale. La ville va engager un programme de confortement parasismique de ces écoles, et pour cela, il est nécessaire de construire une école provisoire. Celle-ci sera située sur les parcelles A62 et A63, dont la commune a la libre disposition. Elle sera construite en structure légère et comptera 7 salles de classe. Sa construction évolutive va également prévoir une extension afin d'héberger dans une deuxième phase les élèves de l'école mixte B pendant les travaux de réduction de vulnérabilité de celle-ci. L'école provisoire accueillera alors les 157 élèves ainsi que le personnel de l'école maternelle. Le plan de financement de cette opération est le suivant. Le Fonds européen de développement régional et la collectivité territoriale de Martinique, en tout 53%, en chiffres 1 240 571 €. Le contrat de plan État-région-département, taux 40%, montant 936 000 €. La ville de Saint-Pierre, en taux 7%, montant 163 800 €. Ce qui nous fait un montant de 2 340 371 €. Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement.
d'autoriser le maire à prendre toutes les décisions concernant cette affaire. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur Espartero. Je suis président des parcelles A62 et A63, celle qui se situe à l'ancienne gendarmerie et plus l'autre qui est en amont, c'est ça. C'est la parcelle dont nous disposons pour avoir signé convention avec la SMHLM. Ça correspond à l'espace de l'ancienne gendarmerie qui a été déblayé récemment. Monsieur Carissan. Alors, monsieur le maire, passez le. Oui, monsieur le maire, messieurs, dames les élus, pourquoi ne pas utiliser les 2,3 millions plus le 1 million pour faire du définitif, une école définitive? Alors, parce que là, la première tranche, 1 million d'euros. Deuxième tranche, 2,3 millions. Pourquoi ne pas utiliser ces 3 millions pour faire une école définitive sur ces lieux? Je vais passer la parole à Madame la DGS qui va répondre sur le plan technique. Et s'il faut compléter sur le plan politique, je reprendrai la parole. Alors sur ce projet, nous sommes accompagnés par l'ADEAL et c'est un plan en fait qu'il prévoit pour toutes les collectivités en termes de confortement parasismique. Il nous accompagne largement en termes de subventions et en ingénierie également. Alors, leur accompagnement n'a pas vocation à enrichir le patrimoine de la ville. Par conséquent, il propose effectivement cette école provisoire, donc en structure légère, et qui n'est pas censée rester dans l'escarcelle de la collectivité. C'est le principe, en fait, de l'accompagnement de l'ADEAL. Et qui plus est, donc, nous avons deux écoles. L'école maternelle, mais l'école primaire aussi à mettre aux normes parasismiques. Donc cette école provisoire servira de sas d'abord pour l'école primaire, l'école maternelle, puis une fois l'école maternelle mise aux normes, c'est recevra l'école primaire parce qu'il faut bien assurer la continuité de l'enseignement des enfants. Et une mise aux normes de parasismique d'une école, c'est plusieurs mois, voire 1 an de travaux. Donc on ne va pas mettre les enfants à la rue en attendant de mettre une école aux normes. Donc c'est le jeu de chaises musicales, ou tout du moins de vases communicants que l'on va mettre en place sur ça. Donc d'abord l'école maternelle dans l'école provisoire, on met aux normes l'école maternelle, les élèves de la maternelle réintègrent leur école, l'école primaire va migrer dans l'école provisoire, l'école primaire va être mise aux normes, l'école donc Philémon-Montaut, et les élèves réintégreront l'école Philémon-Montaut à terme. Et ensuite l'école provisoire déménagera de ce site. Et c'est voilà. Donc si vous avez, selon votre principe, il aurait fallu certainement beaucoup plus d'argent parce qu'il aurait fallu faire 2 écoles à ce moment-là et raser les 2 écoles existantes. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution. Oui, mais bon, c'est vous qui le dites. Maintenant, si vous pensez pouvoir faire des suggestions à l'État pour qu'il change de pratique et de méthode, c'est pas nous qui n'avons même pas un sou là-dessus, qui allons commander, vous savez, hein, c'est très bien de vouloir commander, mais encore faut-il avoir les moyens de ces ambitions. Pour l'instant, je remercie en tout cas grandement, et je ne le ferai jamais assez, les services de l'État de nous accompagner. Parce que c'est très bien de dire il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, mais encore faut-il trouver les 1 million d'euros, sans compter, je l'ai dit, une mise aux normes d'électricité et tout ça qui nous amène à trouver encore près de 500 000 euros de budget. Donc c'est 1 500 000 euros, vous savez, bon, voilà. Donc on peut toujours faire des hypothèses comme ça sur le papier ou dans un conseil comme celui-là. Mais je voudrais peut-être, Monsieur Carissan, puisque vous plongez dans l'arène sans tout savoir de cette mairie, que vous puissiez interroger vos collègues
sur le fait que 700 000 euros ont été empruntés par la municipalité précédente pour faire une nouvelle crèche. D'accord ? On ne sait pas où sont passés ces 700 000 euros. C'est nous qui en avons rénové l'ancienne. Pour 400 et quelques mille euros, entre 400 et 500 000 euros. Mais les 700 000 euros, il se trouve que nous les payons actuellement pour avoir emprunté de l'argent pour faire une crèche qui n'existe pas. Donc il faut qu'on se dise tout. Donc on n'a pas tellement de leçons à recevoir. Parce que tout ça, ça nous empêche de faire ce que vous voulez, que vous voudriez qu'on fasse. C'est-à-dire c'est bien beau de vouloir faire le coq, mais quand on n'a pas les moyens et qu'on a des caisses vides, eh bien on se contente de ce qu'on vous propose. Parce que c'est l'intérêt des Pierrotins, des jeunes Pierrotins qui nous importent avant. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions? On passe aux voix. Qui vote contre ce plan de financement? Qui s'abstient? Monsieur Carissan s'abstient. Adoption de ce plan de financement de la construction de l'école provisoire. Point 4. Opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Plan de financement. Donc il s'agit très précisément d'une modification du plan de financement. Donc, en sa séance du 12 décembre 2016, le conseil municipal s'était prononcé en faveur de l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et les points approuvés étaient précisément la maîtrise d'ouvrage du projet, les objectifs de l'opération, le périmètre de l'OPA, les secteurs prioritaires, la validation des objectifs chiffrés, la mise en place de l'équipe de suivi animation, le bilan financier de l'équipe de suivi animation, Alors, si le bilan financier de l'équipe suivi animation était celui qui est présenté dans le premier tableau pour un montant total de 1 055 140 € avec des subventions de l'ANA, de Cap Nord, de l'ADEME et de la CTM, en plus de la participation de la commune, bon, je pense que ce n'est pas nécessaire qu'on reprenne les chiffres, vous les avez. C'était l'ancien plan de financement. La ville de Saint-Pierre et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA, représentée par le préfet de la Martinique, nous avons signé, co-signé le 6 juillet 2017 une convention de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire, faisant apparaître un bilan financier de l'équipe de suivi animation actualisé. En clair, suite à une demande de redimensionnement de cette équipe par les services de l'État, on nous a proposé le renforcement de cette équipe par un référent social et un agent administratif supplémentaire. Et donc en finale, l'équipe sera composée d'un chargé de projet de revitalisation du centre-bourg, donc un chef de projet en quelque sorte, un chargé de travaux, de 2 référents sociaux et d'un agent administratif. Cette équipe ayant pour mission première d'accompagner les Pierrotins volontaires pour la réhabilitation de leur habitat, à la recherche des aides et des subventions auxquelles les familles ont droit, donc d'où les référents sociaux, ce service administratif qui va être amené aussi à faire la promotion, à démarcher, à faire savoir ce que peut apporter l'OPA aux familles et à la ville de Saint-Pierre. Donc le bilan financier sur 6 ans actualisé de l'équipe de suivi animation est le suivant. Donc il s'élève au total à 1 801 060 € au lieu de 1 055 140 €, avec des cofinanceurs que sont... Oui, c'est donc... voilà. Donc en dépenses, ce qui est différent, c'est les frais de fonctionnement de l'ESA, c'est-à-dire le personnel qui sera mis à disposition de cette cellule pour l'accompagnement des Pierrotins. Les frais de fonctionnement passent à 1 654 260 € au lieu de 908 340 €. Les frais de communication à 133 800 €, le mobilier de bureau à 5 000 €, le matériel informatique à 8 000 € pour un montant total de 1 801 060 €. En recette, nous allons faire appel en cofinancement à l'ANA, 85,35%, soit 900 530 €, à Cap Nord, 34,14%, soit 360 212 €, à l'ADEME, 8,53%, soit 90 053 €, à la CTM à hauteur de 34,14%, soit 360 212 €. La commune de Saint-Pierre devant apporter
en autofinancement 8,53%, soit 90 053 €. Le tout donc sur 6 ans. Donc, afin de pouvoir effectuer les demandes de financement nécessaires à l'équipe de suivi, pour l'équipe de suivi et animation, il est demandé à vous autres conseillers municipaux d'approuver ce nouveau plan de financement, de me permettre de prendre toute décision relative à cette affaire. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur Carissan, vous avez la parole. Sur le deuxième point, je vois que tout le monde a augmenté sa part, sauf l'ADEME, qui a baissé. Bon, pourquoi? Ça permet, je suppose, à l'ADEME d'être sollicité à moindre niveau, parce que peut-être que l'ANA a apporté un peu plus, voilà, c'est ça. L'ANA, je le dis encore une fois, hein, donc nous avons l'État qui a choisi, qui nous a proposé de redimensionner, parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de ce projet et de l'importance du travail qu'il y avait à faire. Ils ont estimé que l'équipe de l'ESA, telle que prévue au départ, devait être renforcée. Donc l'État, par là même, s'engage plus fortement. Et donc, c'est par le biais de l'ANA que l'État a décidé de renforcer sa participation, essentiellement, ce qui, bon, par vase communicant, nous permet de solliciter un peu moins l'ADEME. Mais bon, il n'y a pas de raison autre que ça. La ville de Saint-Pierre... Oui. Donc, vous avez une explication autre, madame? Non, c'est juste on interroge les cofinanceurs potentiels en amont et ils se positionnent, voilà, en accord avec eux sur un montant. Donc ça se négocie et bon, on aboutit à ce montage-là. Voilà. Donc je n'ai pas d'autres explications plus précises. D'autres questions? Pas d'autres questions. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Le point suivant, c'est une demande de subvention à la direction des affaires culturelles. Donc, pour donner suite à la signature le 21 mai de la nouvelle convention Ville d'art et d'histoire qui nous engage sur 10 ans, entre 2018 et 2028, la ville de Saint-Pierre souhaite impulser une nouvelle politique de médiation et de valorisation de son patrimoine qui s'appuie fortement sur des objectifs qui ont été co-signés dans la convention que j'ai signée avec le préfet au nom de la ville de Saint-Pierre. Donc cette programmation Ville d'art et d'histoire pour l'exercice 2018 répond aux impératifs fixés par la dite convention et prévoit donc l'organisation d'ateliers pédagogiques, la participation de la ville à des manifestations patrimoniales nationales, la mise en place d'actions de formation à l'intention du personnel communal du service patrimoine et du service patrimoine, l'acquisition de matériel et fournitures permettant la déclinaison des différentes actions programmées, la mise en place d'actions en faveur de la valorisation du patrimoine et de l'attractivité touristique du territoire. Et c'est donc à ce titre que je me prépare à solliciter la DAC pour une subvention de 25 000 € inscrite donc, dans cette convention dès sa signature. Et je l'ai fait par courrier en date du 9 juillet 2018. Les actions prévues dans le cadre de cette programmation s'adressent de manière générale au grand public, visiteurs martiniquais, nationaux et internationaux, et de manière plus spécifique aux jeunes publics et publics scolaires. Donc des animations ponctuelles dans le cadre des manifestations nationales feront l'objet d'une programmation spécifique. Ça a été le cas pour les rendez-vous au jardin, les 1er et 2 juin 2018 par exemple, les journées nationales d'archéologie qui viennent d'être réalisées les 15 et 16, 17 juin, les journées européennes, 14, 15, 16 septembre, et les journées nationales de l'architecture qui arrivent les 19, 20, 21 octobre. Ce sont des exemples d'animations ponctuelles dans le cadre national, voire européen. Il est question aussi d'ateliers pédagogiques qui seront proposés en collaboration avec l'INRAP et la MISOP. D'ores et déjà, il y a la préparation d'un chantier d'insertion avec la MISOP
pour fin d'année, début d'année 2019. Donc ces chantiers, ces ateliers feront l'objet d'une programmation précise qui seront communiquées à l'ensemble des établissements primaires de la Martinique. Voilà, donc c'est du préinscrit en quelque sorte, hein. Cette convention Ville d'Art et d'Histoire a été signée, prévoit une enveloppe de 25 000 euros et donc nous demandons simplement le déblocage de cette enveloppe pour des dépenses qui ont déjà été effectuées et des actions qui restent à venir. Y a-t-il des questions? Monsieur Espartero. Oui, simplement, pour vous demander, est-ce qu'en plus de cette demande de financement, cette demande de subvention, est-ce que vous allez faire appel à la Convention territoriale de développement culturel? Est-ce que c'est prévu sur, pas uniquement pour les villes d'arrondissement, mais c'est quand même aussi très intéressant pour les villes de mettre en place un programme d'animation culturelle et de développement culturel? Bien entendu, vous avez parfaitement raison. Donc, il n'y a pas que la Convention Ville d'Art et d'Histoire. Il y a une convention territoriale de développement culturel qui est actuellement en train d'être rédigée. Nous allons proposer à la DAC donc un cadre qui est en train d'être travaillé en profondeur. Toutes les villes ont droit à une convention territoriale de développement culturel, ça n'est pas réservé qu'aux villes d'art et d'histoire. Mais la ville d'art et d'histoire de Saint-Pierre a des problématiques qui sont très particulières. Donc nous allons faire en sorte de nous faire entendre dans le cadre de cette convention sur les spécificités de la ville de Saint-Pierre, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cette charge à assumer d'animation culturelle à proprement parler, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'animation du patrimoine, enfin l'entretien du patrimoine et tout. Donc nous allons faire comprendre que nous ne pouvons pas signer une convention territoriale de développement culturel ordinaire, si je puis dire. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement en profondeur pour que l'on prenne en compte la particularité de la ville de Saint-Pierre. La ville de Saint-Pierre ne veut pas signer une convention ordinaire avec une charge extraordinaire. Donc je suis en discussion avec les services de la DAC, avec le préfet à ce sujet, et s'il faut aller plus haut, je le ferai. Mais une ville telle que Saint-Pierre, avec le budget qu'elle a, ne peut pas assumer, c'est mon discours, vous l'avez déjà entendu, simplement, voilà, nous ne sommes pas là juste pour faire de l'animation, bien que c'est essentiel, hein, bien sûr, mais le 8 mai, c'est pas n'importe où. Le 22 mai, c'est pas n'importe où. Le 6 mai que nous avons ajouté, c'est pas n'importe où. C'est pas n'importe où qu'il y a 15 monuments et sites classés ou inscrits dont on doit assurer la visibilité, l'entretien. On nous demande déjà de les animer. Donc ça peut pas, tout ça, ça peut pas se faire dans un cadre préformaté, standard. Donc ça prend du temps, mais c'est en cours. D'autres questions, chers collègues? Pas d'autres questions. Donc nous passons aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Dans le chapitre ressources humaines, Raphaël Ewa-Bézès n'étant pas là, je vais peut-être passer la parole à Madame la DGS pour cela. Il s'agit de création de postes budgétaires par suite d'avancement de grade. Bien, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. L'avancement de grade correspond à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emploi. Il permet d'accéder à un niveau de fonction et d'emploi supérieur. Il a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues pour chaque statut particulier. Ancienneté, seuil démographique, ratio.
De ce fait, les agents de la ville ont été inscrits au tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2018 suite à leur réussite à un examen professionnel ou d'autres au choix par appréciation de leur valeur professionnelle. De plus, la commission administrative paritaire, la CAP, en sa séance du jeudi 28 juin 2018, a émis un avis favorable à leur promotion. En conséquence, il convient de créer 6 postes budgétaires comme suit. Alors, dans la filière administrative, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, prenant effet au 1er janvier 2018. Toujours dans la filière administrative, un adjoint administratif principal de deuxième classe. Alors, il faudrait 2 postes qui prendraient effet tous deux au 1er janvier 2018 également. Dans la filière police municipale, un poste de brigadier chef principal de deuxième classe au 1er janvier 2018. Dans la filière culturelle, un poste d'adjoint patrimoine principal de deuxième classe qui prendrait effet au 1er septembre 2019 et dans la filière technique, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe qui prendrait effet au 1er octobre 2018. Le maire demande donc aux membres du conseil municipal d'approuver cette proposition. Y a-t-il des questions, chers collègues? Pas de questions? Donc nous passons aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Nous avons donc reçu une demande de notre collègue Jackie Espartero, conseiller municipal, et pourquoi ça n'a rien à voir. Donc qui m'écrit pour me demander, donc conformément à l'article 13 du règlement municipal, j'ai l'honneur de vous soumettre 2 questions. Lors du conseil municipal du 21 septembre 2015 concernant le point 5, vous avez demandé au conseil municipal de vous autoriser à demander la rétrocession de plusieurs parcelles, dont celle cadastrée B277 sur laquelle se trouve le musée Foch-Perret. Donc, et le 26 juin 2018, en conseil municipal, concernant le point 9, vous avez une nouvelle fois demandé à l'Assemblée de vous autoriser à demander la rétrocession à l'État de cette même parcelle B277. Quelle réponse avez-vous obtenue de l'État pour la demande de septembre 2015? Votre question relative au point 9 du 26 juin 2018, était-ce une erreur? Alors, nous n'avons pas bien compris, je voudrais bien que M. Espartero précise sa question relative au point 9, parce que le point 9 de la séance du 26 juin 2018 était consacré à l'élection des membres de la commission pour la concession du service public. Donc, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Parce que là, la première question, quelle réponse avez-vous obtenue de l'État pour la demande de septembre 2015? Je peux vous répondre très facilement. L'État ne nous a pas répondu, donc nous n'avons pas eu de réponse. Mais je n'ai pas compris votre question relative au point 9 du 26 juin 2018. Le point 9 du 26 juin 2018, dans la note de synthèse, c'était le 25 d'ailleurs, concerne l'élection des membres de la commission pour la concession de services. En revanche, attendez, je sais pas. Bon, oui, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez formuler différemment votre question? Le conseil municipal la question que vous nous avez posée concernant la B277, c'était simplement qu'en 2015, vous avez déjà demandé de vous autoriser à demander la rétrocession de cette parcelle, et le conseil municipal le 26 juin, vous avez demandé, vous avez posé la même question. Donc, est-ce que c'était simplement pour savoir si c'était une erreur ou si vous avez des explications? L'erreur concerne déjà la mention du PV du 26 juin, parce que ce n'est pas la bonne date. J'ai compris la question, parce que le 26 juin, pas été question de rétrocession. 2015, moi je Madame Comptable, non, 2018. Non. Monsieur Espartero parle bien du 25 septembre 2015 où nous avons effectivement demandé la rétrocession de plusieurs parcelles, dont la cadastrée B277,
Et le 26 juin, mais c'est pas la bonne date, à une autre séance, je ne sais plus laquelle, nous avons demandé effectivement la rétrocession de la parcelle pour le projet de DSP du musée. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le point 8. Voilà, donc c'est juste. Voilà. Il y a juste une erreur, ce n'est pas le point 8, mais le point 9, mais le point 8. Donc le point 8, effectivement, c'était la demande de cession à l'État de la parcelle cadastrée B277 à la rue Victor Hugo, sur laquelle est situé le musée Franck Perret. Donc la réponse, elle est simple, je vous l'ai donnée. Hein. Donc la première demande, qui était une demande de rétrocession globale de plusieurs parcelles, n'a pas abouti, n'a pas reçu réponse de la part de l'État, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, l'administration a ses mystères. Mais en tout cas, nous sommes revenus à la charge sous un autre angle pour ces parcelles. Mais là, en l'occurrence, le point 8 du 26 juin, le 25 juin, était en relation directe avec le projet, avec un projet précis. Donc nous avons redemandé cette fois-ci très précisément la rétrocession de la parcelle qui supporte le musée. Voilà, donc nous avons été obligés de reformuler la demande parce que la première demande n'a pas abouti. Voilà. Bon, chers collègues, je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour. Pas d'informations particulières pour cette séance. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.